Merci d'écouter les programmes de Studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 30 décembre 2024. Voici les titres. Prévu pour ce matin du 30 décembre, le procès de Moussa Tchangari, acteur de la société civile, est reporté à une date ultérieure par le tribunal de grande instance de Niamey. Des précisions dans un instant. Fin hier à Dosso de la 45e édition de la lutte traditionnelle, Abba Ibrahim de Niamey, sacré champion. À l'occasion, le directeur technique national de la lutte traditionnelle tire un bilan de cette édition. Et dans la partie magazine de ce journal, un juriste nous éclaire sur la procédure de référencement des personnes migrantes ou demandeurs d'asile au Niger. Le déferment de Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen prévu ce 30 décembre au tribunal hors classe de Niamey, est reporté à une date ultérieure, a indiqué un membre de son association. Cette information a été confirmée au studio Kalangu par un des avocats de Moussa Tchangari. Pour rappel, Tchangari a été interpellé le 3 décembre dernier à Niamey. Il est poursuivi pour apologie et terrorisme et atteinte à la sûreté de l'État. C'est désormais connu de tous, Abba Ibrahim, le lutteur de Niamey, est le nouveau roi des arènes de la 45e édition du sabre national. Il a détrôné Kadri Abdou Issadi Isaka de la région de Dosso, 6 fois champion. Qu'en pensent les amateurs de la lutte traditionnelle? Suivez les quelques avis à l'issue de ce combat recueillis par Ali Niali et Gourouza Hasmi. Le fait que Abba a eu le sabre, c'est bien. Et Isaac qui ne l'a pas eu aura une autre chance. C'est pas toujours qu'on est gagnant. Il y aura un jour où l'on sera aussi perdant. Mais tout celui qui a gagné, c'est la bonne chose. On est tous des Nigériens. On est obligé de crier de joie. Si c'était Dosso qui avait remporté, ils vont aussi crier. Dosso a remporté le championnat pendant 6 ans. C'est évident que Niamey le remporte cette année. Actuellement, si Dieu t'a donné la chance 1, 2, jusqu'à 3 fois, il faut laisser les petits frères qui sont derrière de venir pour que la lutte ait une diversité. Je suis parmi ceux-là qui disent qu'il devrait arrêter sa carrière. Heureusement même, puisque s'il n'était pas venu cette année, les gens allaient dire que c'est parce que Isaac n'était pas là. Donc aujourd'hui, le héros c'est Abba. Ainsi, les lampions de la 45e édition du championnat de lutte traditionnelle Koko Wadosso 2024 se sont éteints hier après-midi à l'arène Salma Danrani. Le combat final s'est déroulé entre Abba Ibrahim de Niamey et Isaka de la région haute en 3 minutes 29 secondes. Selon le directeur technique national de la lutte traditionnelle, des avancées notables ont été enregistrées dans le déroulement des combats. Adam Soumana explique au micro de Salamatou Kadri. Le bilan est vraiment positif. Ça fait des années déjà on n'a pas organisé un sabre pareil. Nous n'avions eu aucune contestation profonde. Nous avions bien géré les combats. Dans l'ensemble, le bilan est technique très bon parce que nous avons 92% des jeunes. Et c'est cela la relève. Donc le seul quoi que nous avions eu, c'est au niveau de la tricherie dans les combats. C'est un mot qui est difficile à éradiquer chez nous. Nous faisons de notre mieux. Vous avez vu cette année, ça s'est intensifié. 9 qui ont été sanctionnés. Si on arrivait à éradiquer le combat truqué, on arrivait à mettre un peu plus de discipline au niveau de la compétition elle-même, je crois que nous aurions gagné notre pari. Et selon les techniciens de la lutte traditionnelle en général, l'édition de cette année s'est bien déroulée grâce à l'application du nouveau code de la discipline. Cela a mis fin à de nombreuses mauvaises pratiques, souligne Malambarka Akoda, spécialiste de la lutte traditionnelle. Il partage son point de vue sur le sujet au micro de Alamin Ouachar. Le code nouveau qu'on a adopté a donné des bons résultats. Les arbitres se sont très rapidement adaptés aux dispositions du code et se sont bien battus pour l'appliquer. Et c'est surtout l'application de ce code-là qui causait problème avant. Mais cette année, vraiment, ça s'est bien marché. Et vous avez vu, il y a eu moins de réclamations, il y a eu des combats dans un record. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, même les combats truqués, ça a diminué. Comme on dit, c'est ça qui a entaché la valeur de la lutte traditionnelle au Niger et tout ça, le code est en train de les régler. Concernant la compétitivité, les lutteurs ont été compétitifs, très compétitifs. Il y a de très jeunes lutteurs. Et vous voyez la finalité, un jeune a pris le sabre, il a utilisé.
Parlons toujours de la lutte traditionnelle à l'occasion des festivités et lors du championnat de la lutte qui viennent donc de s'achever. La mairie de Dosso s'est mobilisée en collaboration avec le ministère des Sports pour assainir l'arène qui a accueilli des milliers de spectateurs. Suivez les explications du secrétaire général de la commune urbaine de Dosso, Adam Garba, interrogé par Nana Hadiza Hassan. L'assainissement, c'est notre affaire. Avant même l'annonce de la 45e édition, la mairie est à pied d'œuvre rendre propice l'arène. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui gère. Nous, on est venus en contribution en tant qu'hôte. C'est le personnel de la mairie, quotidiennement, en tout cas, qui sont en train de faire la salubrité chaque jour. Nous avons recruté des sourds, rien que pour l'entretien. Dans l'arène, partout où il y a sachets, partout où il y a des déchets, ils ramassent. Pendant les compétitions aussi, ils font le tour. Dès qu'ils voient un sachet, ils ramassent. Retour ici à Niamey où chaque dernier dimanche du mois, les autorités de la commune de Niamey organisent des séances de salubrité. À cette occasion, hier dimanche 29 décembre, la responsable de l'arrondissement communal Niamey 1 s'est rendue sur un des sites pour assainir l'endroit. Pour plus de précision, écoutons l'administratrice, le médecin colonel Marijika et le micro de Hassanour Abdurrahman. On s'est retrouvé très tôt à la maternité Yantala. Donc c'est dans le cadre de la salubrité mensuelle instituée par les autorités. Chaque dernier dimanche du mois, on se retrouve, on choisit un site et on se retrouve là-bas avec la population pour faire la salubrité. Sinon, l'idée première, c'est les citoyens. Chaque citoyen doit sortir ce jour-là, ne serait-ce que ce jour-là, pour balayer devant sa porte. Dans le cadre des préparatifs, on informe la population locale, on donne le site et on leur demande aussi, mais on associe les ONG et tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la salubrité au niveau de l'arrondissement communal. Au niveau de l'arrondissement communal, il y a ce site, si je peux dire le site principal, mais il y a un autre site choisi vers la référence, choisi par une autre association. L'appel que je lance à la population, vraiment, c'est de nous aider parce que nous seuls, on ne peut pas. Il faut que chaque citoyen se sente concerné par cette question de salubrité, sinon on ne peut pas y arriver. La suite de ce journal, la récolte de l'oignon a commencé dans le département de Birninkoni, dans la région de Tawa. Selon les constats, le prix du sac d'oignon commence à baisser. Le sac d'oignon qui se vendait il y a quelques semaines à 100 000 francs CFA se vend actuellement à 80 000 francs CFA. Mais ce prix est quand même en hausse par rapport à l'année dernière à la même période, explique Malam Issa, président des démarcheurs du village de Tcherassa. Il est au micro de Assoumana Moussa Arzika. La nouvelle production de l'oignon commence à arriver grâce à Dieu. Présentement, le sac coûte 80 à 85 000 francs CFA. Cette année, les agriculteurs ont souffert à cause des dommages sur les semences, ce qui a occasionné la hausse du prix jusqu'à 100 000 francs CFA le sac vers l'est du pays. Mais présentement, le prix a un peu chuté. Après le choc, les agriculteurs ont commencé à récolter. Pour ceux qui ont fait les premiers semis, ceux qui ont eu leurs semis endommagés, c'était qui ont commencé la récolte. L'année passée, le prix se situait entre 40 à 50 000 francs CFA le sac. L'État les a accompagnés avec de l'engrais. Le secteur de l'or participe au développement de l'économie de la région d'Agadez. Aujourd'hui, les acteurs de ce secteur rencontrent des difficultés qui freinent leur activité. Suivant à ce propos, Seydou Abdou, un vendeur d'or à Agadez au micro de Alassane Abdou. Nos difficultés sont énormes, mais le principal problème qui nous enchaîne aujourd'hui, c'est l'insécurité. L'insécurité sur les routes et l'insécurité dans la ville même d'Agadez. Ça ne fait pas longtemps entre le marché Sidi et l'aéroport. Le président de ce marché a été attaqué et dépouillé de son or. Toujours dans la ville d'Agadez, des orpailleurs ont été attaqués devant leurs portes et dépouillés de l'or d'une valeur de près de 300 millions. Mais ce qui nous a beaucoup touché et qui est à la base des problèmes de tous les commerçants de l'or, c'est les deux attaques. L'une sur la route de Chibara-Katen et l'autre de Jadou. Ces deux attaques ont fait perdre aux commerçants près de 240 kg d'or. Ce qu'il faut comprendre, c'est les commerçants qui se retrouvent, rassemblent les sous pour partir payer de l'or. Notre souhait est que le gouvernement renforce la sécurité, car sur une seule route, on peut être attaqué 10 fois. Notre seconde demande est que le gouvernement nous mette dans nos droits. Notre or de Jadou ne doit pas disparaître de la sorte. Malgré de multiples interventions des avocats, jusque-là rien.
L'année 2024 tire vers la fin. Certaines personnes se préparent pour la célébration du réveillon du Nouvel An, appelé aussi réveillon de la Saint-Sylvestre. À Niamey, notre reporter Rafia Abdoulaye a tendu son micro à des jeunes à quelques heures de la fête. Écoutons leur réaction. On s'apprête à acheter des habits avec lesquels on va y assister. Là aussi, on est là en train de voir comment par les moyens possibles pour avoir quelque chose. Les préparatifs passent très bien du côté filles comme garçons, puisqu'il y a d'autres même qui économisent de l'argent pour pouvoir bien fêter. Il y a des filles qui achètent des habits, qui se fassent belles quoi. Le 31 aujourd'hui c'est devenu comme une coutume. On sort, souvent on profite avec ça. Du fait que j'ai entendu qu'il y a un concert que les artistes ont préparé le 31, on profite de l'occasion pour sortir fêter avec les camarades. D'après ce que je vois, les gens se préparent vraiment pour la fête. De mon côté là, c'est chirou. Je suis là cette année, j'ai pas l'intention de fêter vraiment. Mais je sais pas d'abord. Je ne fête pas parce que mon gars est marié. Le magazine Justice de ce lundi, en matière de protection de victimes de traite de personnes, il existe un mécanisme national de référencement. Il permet d'identifier les personnes migrantes ou demandeurs d'asile victimes de traite en fonction de leurs besoins. Le magistrat Omar Ogajere Malam Bilal nous en dit plus sur ce mécanisme au micro de Anissé Karim. Qu'est-ce que le mécanisme national de référencement en matière de protection de victimes de traite de personnes? C'est un outil de coopération dans lequel les représentants de l'État remplissent leurs obligations de protection et de promotion des droits fondamentaux des victimes de la traite, en association leurs efforts à ceux de la société civile, des autorités administratives et coutumières au sein d'un partenariat stratégique. Quelles sont les différentes étapes du mécanisme national de référencement? La première, c'est la détection, l'identification préalable à travers les indicateurs et l'identification formelle. La deuxième étape, c'est l'assistance d'urgence. La troisième étape, ce sont les procédures pénales et puis dans certaines mesures les procédures civiles. Quatrième et dernière étape, c'est le retour et la réinsertion. Quel est le rôle de l'Agence nationale de lutte contre les traites de personnes dans la mise en œuvre du mécanisme national de référencement? Des séances de formation à l'endroit des différents acteurs de la chaîne de protection sont tenues et il s'agit des ateliers de formation sur la traite des personnes. Quelles sont les personnes concernées? Il y a lieu de souligner que nous sommes dans un contexte de protection des victimes de la traite des personnes dans une approche basée sur les routes migratoires et notamment les mouvements mixtes, c'est-à-dire autant les réfugiés que les migrants, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2015-36 sur le trafic illicite des migrants a été abrogée. N'empêche, il y a des règles législatives et réglementaires qui régissent la migration au Niger. En application des dites règles et d'autres applicables effectivement aux réfugiés à travers des structures étatiques en partenariat avec des organisations internationales, notamment l'UNHCR et l'OIM. Il s'agit pour nous, ANLTP, en application des différentes étapes, d'identifier au sein des migrants que au sein des réfugiés des potentielles victimes de traite pour procéder au référencement en fonction des besoins ou des risques que présentent ces victimes-là, pour effectivement jouer notre rôle, non seulement en termes de sensibilisation, en termes de protection aussi, mais surtout en termes de répression. Quels sont les acteurs concernés par le mécanisme? En premier lieu, l'État, les autorités coutumières aussi. Maintenant, pour ce qui est des structures non étatiques, nous avons non seulement les associations tant locales que internationales, nous avons aussi les ONG nationales comme internationales. Vous voulez accéder au contenu WhatsApp de Studio Kalangu? Une seule action, envoyez un message au numéro 80 06 88 54. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.